Bonjour. S'il y a un exercice de probabilité que tu dois faire si tu prépares ton bac, c'est celui qu'on va corriger aujourd'hui. C'est l'exercice 3 du sujet 0 fourni par le ministère de l'Éducation pour, euh, pour que les élèves sachent à quoi ils peuvent s'attendre comme exercice de proba dans leur sujet de bac de cette année. Donc, je vais tout d'abord vous montrer le sujet et vous pouvez mettre en pause la vidéo pour chercher les questions tout seul avant de regarder la correction. Donc, ça, c'est la partie 1, partie 2 et la partie 3. Donc c'est un exercice de trois parties qui traite un peu de toutes les notions qu'on a dans le cours des probants. Maintenant, on va commencer la correction. Tout d'abord, on va lire l'énoncé. Donc, en gros, on nous dit qu'un élève passe une épreuve et on connaît la probabilité qu'il réponde à la première question, c'est 0,8. Et ensuite, soit il a répondu à la première question, soit il n'a pas répondu à la première question. S'il a répondu à la première question, on va dire qu'il est intelligent et qu'il a 60% de chances de répondre à la deuxième. Sinon, il peut quand même se tromper et pas répondre à la deuxième. Par contre, s'il n'a pas pu répondre à la première, on va dire qu'il est pas très intelligent et qu'il n'a pas beaucoup de chances de répondre à la deuxième. Donc c'est juste 0,1 de chance qu'il réponde à la deuxième et le reste pour qu'il ne réponde pas à la deuxième. Et donc, on note les événements A. Le candidat répond correctement à la question 1. L'événement B, le candidat répond correctement à la question Q2. Et A bar et B bar sont les événements contraires. Donc tout d'abord, on complète l'arbre qu'on a ici. C'est simple, c'est juste une traduction de l'énoncé en termes d'arbre. Donc il a 80% de chances de répondre à la première. Donc il lui reste 20% de chances de ne pas répondre. Ensuite, s'il a répondu, il a 60% de chances de répondre à la question B. C'est ce qui est dit ici. Et s'il n'a pas répondu, il a que 10% de chances de répondre à la deuxième. Et du coup, bah, B bar, dans ce cas, c'est 1 moins 0,1, c'est 0,9. C'est la propriété P de B bar égale à 1 moins P de B. Ou même, dans cette question, c'est plus P de B bar sachant A. Enfin, sachant A bar, parce qu'on est déjà ici. Mais bon, vous avez compris comment ça marche. Ici, c'est 0,06. Donc, c'est 1 moins 0,6. Ensuite, on va continuer. Calculer la probabilité que le candidat réponde correctement aux deux questions Q1 et Q2. Donc ça c'est quoi? C'est P de A et B. Q1 et Q2, il a répondu à la première question et à la deuxième. Et pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir où on est sur l'arbre. Et on est où? C'est ce chemin. C'est-à-dire qu'il a répondu à la première et en plus il a répondu à la deuxième. Donc là, on est en train de chercher P de A et B. Donc P de A inter B. Sauf qu'on peut pas dire que c'est P de A fois P de B. Ils sont pas indépendants. Ils sont pas indépendants. Parce que si l'étudiant a répondu à la première question, il a plus de chances de répondre à la deuxième. Du coup, les événements ne sont pas indépendants. Et donc, la formule qu'on va utiliser, c'est plutôt il nous faut une autre formule où on a P de A inter B. Et là, on sait bien qu'on a P de B sachant A. C'est le 0,6 qu'on a ici. P de B sachant A. Et on sait que cette formule, c'est P de A inter B sur P de A. Et donc, on a ici P de A inter B. Du coup, on va essayer de l'isoler dans l'équation. Et on trouvera P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Et donc, on a ce qu'il nous faut. On a cette formule. P de A, on l'a. C'est le 0,8 qu'on a ici. Et P de B sachant A, c'est le 0,6 qu'on a ici. Et donc, c'est juste 0,8 fois 0,6. Je vous laisse faire le calcul. Ça va donner 0,48. Si je me trompe pas, mais à vérifier. Et avant de continuer, j'ai remarqué que sur mes vidéos, il y a 99% des gens qui sont pas abonnés. Du coup, ça va être bien si vous pouvez vous abonner. Parce que je vais faire beaucoup de vidéos comme celle-là où je corrige des sujets de bac. Donc, vous avez intérêt à vous abonner si ça vous intéresse. Donc maintenant, on va continuer. Troisième question. Calculer la probabilité que le candidat réponde correctement à la question Q2. Donc,
En gros, on est en train de calculer P de B. C'est la probabilité que l'élève réponde à la deuxième question. C'est quoi P de B? On peut voir sur l'arbre. Pourquoi on vous fait compléter l'arbre? Parce qu'on peut voir toutes les réponses dessus. En fait, je vais changer de couleur parce que j'aime pas trop le vert. Euh, P de B, en fait, l'élève, comment il peut répondre à la deuxième question? Il peut soit répondre à la première et ensuite répondre à la deuxième, donc il est dans cette partie de l'arbre, soit il peut ne pas répondre à la deuxième, mais quand même pouvoir enfin, ne pas répondre à la première, mais quand même pouvoir répondre à la deuxième. Et donc il a deux chemins qu'il peut, par lesquels il peut passer pour répondre à la deuxième. Et en gros, ça c'est la formule des probabilités totales, montrée sur un arbre, parce que P de B, c'est, pour ceux qui connaissent la formule, c'est directement P de B inter A plus P de B inter A bar, c'est simple. Mais pour ceux qui connaissent pas, je vous montre comment ça se fait. P de B inter A union A bar. Parce que A union A bar, c'est l'univers. Donc P de B, c'est P de B inter A union A bar. Donc c'est P de B inter A union B inter A bar. Ces événements sont disjoints, donc c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Et donc pour ceux qui connaissent la formule, on peut directement écrire cette ligne. Du coup, P de B inter A, on l'a. P de B inter A bar, on le connaît, on va le calculer de la même manière. Donc c'est 0,48 plus P de... On va utiliser la même formule que ce que j'ai ici pour calculer P de B inter A bar. C'est P de A bar fois P de B sachant A bar. Et donc c'est 0,48 plus 0,2 fois 0,1. Et donc c'est égal à 0,5. Donc on va continuer sur la question 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on étudie? On a défini deux variables aléatoires. La variable aléatoire x1, elle associe à un candidat sa note à la question Q1, et x2, elle associe sa note à la question Q2. Et x, c'est la somme des deux. Donc la variable x, elle associe à un candidat sa note aux deux premières questions. Donc, déterminer l'espérance de x1 et de x2. Pour rappel, l'espérance d'une variable aléatoire, c'est la somme de x fois p de x égale à x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est la somme des valeurs que la variable aléatoire peut prendre, multipliée par la probabilité que la variable aléatoire prenne cette valeur. Et donc, pour appliquer ça dans mon contexte, espérance de x1, c'est quelle valeur peut avoir ma variable aléatoire x1? C'est-à-dire, quelle note peut avoir mon élève dans la première question? Il peut avoir soit 1, soit 0. Et maintenant, on va multiplier par la probabilité de cet événement. Donc la probabilité que x1 soit égal à 1, c'est quoi? C'est 0,1, 0,8 plutôt. Et les chances qu'il est 0, c'est 0,2. Donc espérance de x1, c'est 0,8. Espérance de x2, c'est combien? Euh, Calculer la probabilité que le candidat réponde correctement à la question Q2. On a dit que c'est 0,5. Donc P de B c'est 0,5 et P de B bar c'est 0,5. Donc espérance de x2, il peut avoir quoi comme note à la deuxième question? Soit 1, soit 0, encore une fois. C'est quoi la probabilité qu'il ait 1 dans la deuxième question? C'est 0,5. C'est quoi les chances qu'il ait 0? C'est 0,5. Et donc l'espérance de x2 c'est 0,5. Après, l'espérance de x c'est quoi? L'espérance de x c'est quoi? C'est l'espérance de x1 plus x2. C'est quoi l'espérance de x1 plus x2? Vous connaissez cette formule, cette propriété? C'est la linéarité de l'espérance. C'est e de x1 plus e de x2. Et donc, on somme les deux. 0,5 plus 0,8, c'est 1,3. Donc l'espérance de x, c'est 0,3. Et là, on vous pose une petite question. Donnez une interprétation de l'espérance de x dans ce contexte. Bah, pour moi, 1,3, ça veut dire que si on prend aléatoirement un élève, le fait que l'espérance de x, c'est 1,3, ça veut dire que les attentes les plus raisonnables, c'est de s'attendre à ce qu'il ait 1,3 dans les deux questions. C'est comme une sorte de moyenne. Donc maintenant, on va passer à la question 5. On cherche la variance de x. Tout d'abord, la question 5a. Déterminer P de x égale à 0 et P de x égale à 2. P de x égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 plus x2 c'est égal à 0. Donc l'élève,
il a eu faux dans la première et la deuxième question. C'est-à-dire P de A bar inter B bar. P de A bar inter B bar, on va le calculer de la même manière qu'on a calculé P de A inter B. C'est-à-dire la méthode ici. Ça va être quoi? Ça va être, pour refaire, on sait que P de B bar, sachant A bar, c'est P de A bar inter B bar sur P de, euh, P de A bar. Et donc, P de X égale à 0, c'est ça. C'est égal à P de A bar fois P de B bar sachant A bar. Il y en a, enfin, il y en a qui connaissent une certaine propriété, on vous dit sur l'arbre, pour, euh, pour faire A bar inter B bar, c'est ce chemin, et donc vous multipliez les probabilités qu'on a sur le chemin, mais je préfère faire de cette manière vu qu'on voit d'où ça vient. Donc P de A bar fois P de B bar sachant A bar, c'est 0,2 fois 0,1. Donc c'est égal à combien? C'est égal à 0,02. Ah non, c'est 0,2 fois 0,9. Et donc, c'est 0,18. Il a 18% de chance de ne pas répondre aux deux questions, enfin toutes les deux. Ensuite, on veut calculer P de x égale à 2. C'est-à-dire la probabilité que notre élève il est super fort, il a répondu aux deux questions. Pareil, c'est P de A inter B, et ça on l'a déjà calculé. C'est 0,48. Ensuite, on nous demande en déduire P de x égale à 1. Et pour répondre à cette question, en fait, il faut voir quelle valeur peut avoir la variable aléatoire x. X, c'est la note de l'élève aux deux questions. Donc, soit il a répondu à aucune des deux, soit il a répondu à une des deux, donc il a eu un point, soit il a répondu à tous les deux ensemble. Donc, il a eu 2. Du coup, ce sont les trois scénarios possibles. 0, 1 ou 2. Et ces scénarios, ils sont disjoints. Donc, l'événement x égale à 0, x égale à 1 et x égale à 2, la somme de leurs probabilités, ça donne 1. Ça plus ça plus ça, c'est égal à 1. Et donc, P de x égale à 1, c'est égal à P de x, c'est égal à 1 moins P de x égale à 0 moins P de x égale à 2. Donc c'est 1 moins 0,48 moins 0,18. 0,48 plus 0,18 c'est combien? C'est 0,66. 1 moins ça c'est 0,34. Et donc il a 34% de chance de répondre à une des deux questions, que ce soit la première ou la deuxième. Si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit 1 en commentaire. Comme ça, je sais à quel point vous êtes, ou vous n'êtes pas nombreux. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que je vais faire beaucoup de vidéos comme celle-là sur les prochaines semaines pour vous aider à préparer votre bac. Et donc, je pense que apparemment tu es intéressé par ce contenu et je pense que ça va être utile pour toi. Donc, n'hésite pas à t'abonner et laisse-moi un 1 en commentaire, comme ça je sais combien vous êtes. Donc pour continuer, maintenant on cherche la variance de la variable aléatoire x, donc v de x. C'est quoi la formule? On sait bien c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Espérance de x on l'a, par contre on n'a pas l'espérance de x carré. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le calculer. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi la définition de l'espérance? C'est la somme des valeurs que peut prendre la variable aléatoire x carré fois la probabilité de chacune de ces valeurs. Donc tout d'abord, on va regarder quelle valeur peut prendre x carré. Donc si x égale x carré, c'est juste x, le tout au carré. Donc il nous faut la valeur de x. X, il prend soit 0, soit 1, soit 2. Donc x carré, qu'est-ce qu'il prend? Il prend soit 0, soit 1, soit 4. C'est quoi les probabilités que x carré soit égal à 0? En fait, x carré, il peut être égal à 0 si et seulement si x égale à 0 aussi. Donc, quand x égale à 0, x carré il est égal à 0. Quand x égale à 1, x carré est égal à 1. Parce qu'on n'a pas le scénario x égale à moins 1. On n'a pas ce scénario, donc, en fait, ces événements, ils ont les mêmes probabilités. P de x égale à 1, c'est égal à P de x carré égale à 1. Et donc, on va juste copier les probas qu'on a trouvés dans la question 5a. Donc, P de x égale à 0, c'est 0,18. P de x égale à 1, c'est 0, non, P de x égale à 2, c'est 0,48.
et p de x égale à 1, c'est 0,34. Et donc, ça c'est x, les valeurs que x carré peut prendre. Et donc, c'est quoi l'espérance de x carré? C'est la somme de 0 fois 0,18 plus 1 fois 0,34 plus 4 fois 0,48. Et quand on fait le calcul, on trouve 2,26. Donc, c'est quoi la variance de x? C'est l'espérance de x carré qui est 2,26 moins l'espérance de x le tour carré qui est 1,3 le tour au carré. Et donc, quand on fait ce calcul, on trouve 0,57. Et c'est bien la valeur qu'on doit trouver. Donc, on est content. Après, attends v de x égale à v de x1 plus v de x2. Je vais vous laisser faire le calcul tout seul, parce que là, vous savez comment calculer la variance d'une fonction, d'une variable aléatoire. Donc, calculez v de x1, calculez v de x2, et ensuite vérifiez si v de x égale à v de x1 plus v de x2. Normalement, c'est différent, parce que généralement, la variance d'une fonction n'est pas linéaire. On n'a pas v de x1 plus x2 égale à v de x1 plus v de x2 comme pour les espérances. Et je peux vous montrer pourquoi c'est pas différent, pourquoi c'est différent dans le cas général, mais la vidéo va devenir un peu trop longue et j'essaie de la faire vraiment la plus courte possible, donc peut-être je vais expliquer ça un autre jour. Maintenant, on va passer à la partie 2. Donc, dans cette partie, il s'agit d'un exercice de 8 questions. Chaque question rapporte soit 0 points, soit 1 point. Et toutes les questions sont de difficulté similaires. C'est-à-dire que t'as autant de chances de répondre à la première que de répondre à la deuxième. C'est pas comme le premier exercice. Et on nous donne que la probabilité de répondre correctement à n'importe quelle question parmi ces 8, c'est 3 quarts. Donc, la première question, c'est justifier que y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Pour répondre à cette question, il faut savoir c'est quoi la définition d'une loi binomiale. La première définition, comme on a dit, d'une loi binomiale, c'est une répétition de n expériences suivant la loi de Bernoulli. C'est quoi la loi de Bernoulli? C'est pile ou face. C'est 1 ou 0, avec une probabilité P de tomber sur 1, une probabilité 1 moins P de tomber sur 0. Donc c'est ça une expérience de Bernoulli. Et si on répète une expérience de Bernoulli n fois, on a une loi binomiale. Donc, et il faut que ce soit indépendant. Et donc, dans ce deuxième exercice, on a dit que les 8 questions sont indépendantes. Il ne faut pas oublier de dire qu'elles sont indépendantes. Et en plus, dans chaque question, on a soit 1, soit 0, avec une probabilité P de tomber sur 1, et une probabilité de 1 moins P de tomber sur 0. Donc, il s'agit bien d'une loi binomiale, par définition. Ensuite, on nous demande la valeur exacte de P de Y égale à 8. P de Y égale à 8. Je ne sais pas si vous avez vu cette règle, P de X égale à K. C'est la probabilité qu'une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli, enfin, une loi binomiale soit égale à K. On peut faire ce calcul. Sinon, P de Y égale à 8, c'est juste P de Y1 égale à 1, inter Y2 égale à 2, inter, etc., inter Y8 égale à 8. C'est-à-dire la probabilité d'avoir bon à la première question, bon à la deuxième question, etc., etc. Et donc, ça, c'est égal à combien? Les événements sont indépendants. Donc, c'est P de Y1 égale à 1 fois P de Y2 égale à 2 jusqu'à P de Y8 égale à 8. Égale à 1. Pardon, c'est pas 8. Et là, c'est pas 2, c'est 1. Oula. Ok. Et donc, c'est juste une multiplication des probables parce que les événements sont indépendants. Donc, c'est 3 quarts à la puissance 8. Si on vérifie ça avec la formule ici, 8 parmi 8, enfin notre n c'est 8 parce qu'on l'a répété n fois, donc 8 fois. Et k c'est 8 parce qu'on cherche p de y égale à 8. Donc c'est 8 parmi 8 fois p qui est 3 quarts à la puissance k qui est 8 fois 1 moins p qui est 1 quart à la puissance n moins k. 8 moins 8 c'est 0. Donc c'est bien 3 quarts à la puissance 8 qu'on trouve avec cette formule. C'est bien cohérent, on est content. Ensuite, euh, je vais effacer ça. Ensuite, vérifier donner l'espérance et la variance de y. Donc,
Ok, donne-moi mon stylo. Euh, P2, enfin espérance de y. Là, il faut juste appliquer le cours. On sait que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, c'est n fois p. N, c'est le nombre qu'on a répété l'expérience. P, c'est la probabilité de tomber sur 1 à chaque fois. Donc, c'est 8 fois 3 quarts. Donc, c'est 2 fois 3, c'est 6. Et on remarque bien que 6, c'est 3 quarts de 8. Donc, enfin, c'est ce qu'on a mis ici. C'est-à-dire que si, si un élève aléatoire fait les 8 questions avec une probabilité de 3 quarts d'avoir bon pour chacune, normalement il aura 6. Il aura 75% des questions qui sont justes. Et ensuite, variance de y, on va pas faire la formule e de x carré moins e de x, parce qu'on a encore la formule pour calculer la variance de y. C'est np fois 1 moins p. Donc c'est 8 fois 3 quarts fois 1 moins 3 quarts qui est 1 quart. Donc c'est 8 fois 3 sur 16. 8 sur 16, c'est 1 sur 2. Et donc c'est 3 sur 2. Donc la variance, c'est 3 sur 2. Après, on passe maintenant à la partie 3. Et donc, on va utiliser un peu le résultat des deux dernières parties. Donc maintenant, on va poser une variable aléatoire z qui est égale à x plus y. Donc c'est la note d'un élève au devoir. Calculer l'espérance et la variance de z. Ok. Donc l'espérance de z, ça va être quoi? Non, l'espérance de x, c'était 1,3. Ok. Donc c'est 1,3 plus l'espérance de y, c'est combien? C'est 6. C'était 6. Et donc 1,3 plus 6, donc 7,3. Donc l'espérance de la variable aléatoire z, c'est 7,3. Ensuite, on va calculer la variance de z. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, dans le cas général, on n'a pas v de x plus y égale à v de x plus v de y. Je vous ai dit que ça, c'est faux dans le cas général. Pourquoi? Parce que la variance, par définition, c'est l'espérance de x moins e de x au carré. Ça, c'est la variance d'une variable aléatoire x. Du coup, si on calcule la variance de la variable aléatoire v de x plus y, ça va être espérance de x plus y moins l'espérance de x plus y, le tout au carré. Donc, ça va être l'espérance de cette variable aléatoire. Quand on fait les calculs, vous pouvez les faire pour vous-même, on va trouver que si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, on a bien v de x plus y qui est v de x plus v de y. J'ai déjà fait ce calcul plusieurs fois, j'ai pas envie de le refaire une autre fois. Mais si vous faites ce calcul, vous allez voir qu'il y a un terme qu'en fait, dans le cas où les variables aléatoires sont indépendantes, x et y indépendantes, on aura v de x plus y égale v de x plus v de y. C'est ce qu'on nous dit dans ce cas. On nous dit que x et y sont indépendantes. Et donc v de z, ça va être v de x plus v de y. Variance de y, c'était 3 sur 2, il me semble. Si je me trompe, juste vous revenez dans la vidéo, vous allez trouver les bonnes valeurs. Et la variance de x, c'est 0,57. Donc 0,57 plus 3 sur 2. 3 sur 2, c'est 1,5. Plus 0,57, c'est 2,07. C'est la variance de cette variable aléatoire. Et son espérance, c'est 7,3. Ensuite, bon, c'est la même chose. On note Mn, la variable aléatoire qui est un échantillon d'élèves associé à la moyenne de la classe. Quelle est l'espérance de Mn? Ça, c'est simple encore une fois. Espérance de Mn, l'espérance de ce truc, c'est l'espérance de Z1 plus Z2 plus etc. jusqu'à Zn divisé par n. N, c'est une constante, on peut le sortir de l'espérance. Donc c'est 1 sur n fois l'espérance de Z1 plus jusqu'à Z2 est égal à 1 sur n fois la somme fois E de Z1 plus E de Z2 plus etc. plus E de Zn. Encore une fois, c'est juste la linéarité de l'espérance. Et donc c'est 1 sur n fois l'espérance de Z1 plus celle de Z2, etc. En fait, on nous a dit que
Toutes les variables aléatoires zi sont identiques à z. Et donc, l'espérance de z1, c'est l'espérance de z. L'espérance de z2, c'est l'espérance de z, c'est l'espérance de z. Et donc ça, c'est 1 sur n fois espérance de z plus espérance de z, etc., qu'on va sommer combien de fois? Bah, n fois, vu qu'on a de z1 à zn. Et donc, c'est 1 sur n fois n espérance de z. Le n, il va simplifier. Et donc, l'espérance de mn, c'est l'espérance de z. Donc, c'est la même. C'est égal à combien on avait dit? 2,02, 2,07. Quelles sont les valeurs de n telles que l'écart type de mn sont inférieurs ou égal à 0,5? Et pour faire vite, j'ai écrit la correction et maintenant je vais juste la commenter. Donc, quelles sont les valeurs de n telles que l'écart type mn soit inférieur ou égal à 0,5? Tout d'abord, il faut calculer l'écart type, c'est la racine de la variance. C'est la racine de la variance de mn. Et j'ai remplacé mn par son expression, donc somme des zn sur n. Ensuite, j'ai sorti le n, et on sait que quand on sort un truc, une constante de la variance, on a la constante au carré qui sort, et pas juste la constante. C'est pour ça que j'ai ici 1 sur n carré. Et après, il me reste la somme des variances des zn. Là, j'ai fait la propriété v, variance de la somme, c'est la somme des variances, parce qu'on nous a dit que les zn sont indépendantes. Et donc, la somme des v de z1, v de zi, c'est n fois v de z, parce que elles ont toutes la même variance que z. Donc, c'est 1 sur n carré fois n fois v de z. Le n qui se simplifie avec le n en bas. Il nous reste racine v de z sur n. Donc, racine de 2,07 sur n. Ensuite, on nous dit chercher le n pour lequel c'est inférieur ou égal à 0,5. Donc, juste, on résout l'inégalité. Racine de 2,07 sur n, inférieur ou égal à 0,5. On met tout au carré. Il n'y a pas de problème pour l'équivalence vu que n est un entier. Donc, ça donne 2,07 sur n plus petit que 0,25. On multiplie tout par n, on divise tout par 0,25. Il nous reste, enfin, et on a n plus grand que 8,28. Donc, le plus petit entier pour lequel ça marche, c'est n égale à 9. Et donc, notre réponse, c'est à partir de n égale à 9. Et donc, pour cette dernière question, on nous demande de montrer que pour les valeurs trouvées en B, montrer que la probabilité que mn soit compris entre 6,3 et 8,3 est supérieure ou égale à 0,25. Donc, comment on va résoudre ça? Tout d'abord, on écrit l'inégalité qu'on cherche à montrer. Enfin, tout d'abord, j'écris l'inégalité de concentration, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que j'ai l'impression que le résultat qu'on nous demande de trouver, il ressemble un peu à la tête de l'égalité. Et après, si je prends la valeur absolue que j'ai ici, je l'enlève, donc j'aurai mn moins 7,3 compris entre moins delta et delta, et ensuite je vais rajouter 7,3. Je trouve que pour delta égale à 1, j'ai 6,3 ici et 8,3 ici. Donc ça commence bien. Et ça, d'après l'inégalité, c'est plus grand que 1 moins v de z sur n delta carré, et delta je le remplace par 1. Donc 1 au carré c'est 1. Donc ici j'ai 1 moins v de z sur n, et vous vous rappelez ce que j'ai ici? Juste avant la question d'avant, j'avais trouvé que pour les valeurs que j'ai ici, l'écart type est plus petit que 1. C'est bien ça. L'écart type est plus petit que 0,5, pas 1. Et si l'écart type est plus petit que 0,5, alors le carré de l'écart type, il est plus petit que 0,25. Et c'était quoi l'écart type? L'écart type, c'était racine v de z sur n. Donc, le carré de l'écart type, c'est v de z sur n. Donc ça, c'est plus petit que 0,5. Du coup, v de z sur n, il est plus petit que 0,25. Donc, 1 moins. Donc si je fais un moins, je change de signe. Et là, j'aurai un moins. Et donc, 1 moins v de z sur n est plus petit ou égal, enfin plus grand ou égal à 0,75. Donc, ce que j'ai ici, c'est plus grand ou égal que 0,75. Et du coup, j'ai résolu la dernière question.